Salut les explorateurs. Prêts pour une dose de mystère aquatique? Boîte Magique vous révèle aujourd'hui 10 disparitions en mer qui feraient passer le Titanic pour une simple baignoire. Des bateaux qui disparaissent sans laisser de traces, des marins qui s'évanouissent comme par magie. Glauque, non? Alors, abonnez-vous vite à Boîte Magique pour ne rater aucune de nos expéditions extraordinaires. On plonge. Numéro 10, Donald Crowhurst, le menteur qui s'est perdu en mer. 1968, la course du Sunday Times Golden Globe, c'est un peu le saint graal des navigateurs. Faire le tour du monde en solitaire, sans escale. Une première mondiale qui attire tous les grands marins, et un certain Donald Crowhurst. Notre ami Donald, businessman britannique, n'a qu'un petit défaut, il ne sait pas vraiment naviguer. Mais pourquoi laisser un détail pareil vous arrêter? Son trimaran, le Tennimouth Electron, est aussi préparé pour traverser les océans qu'une patate pour gagner un marathon. Mais Donald a une solution. Au lieu de naviguer, il va mentir. Pendant que les autres participants affrontent les tempêtes, lui joue au petit malin dans l'Atlantique Sud, transmettant de fausses positions. Son journal de bord, retrouvé plus tard, raconte sa descente aux enfers psychologiques. Entre équations mathématiques délirantes et théories sur l'univers, Donald perd peu à peu contact avec la réalité. Le 10 juillet 1969, on retrouve son bateau, dérivant comme un fantôme sur l'océan. À bord, personne. Juste des carnets remplis de folie et une machine à écrire encore chaude. Donald Crowhurst avait réussi son dernier tour de passe-passe, disparaître pour toujours. Et crois-moi, ce n'est que l'apéritif. Le numéro 9 va te faire comprendre pourquoi certains marins préfèrent rester au port. Numéro 9, l'équipage du Chiqui Rafiki, quand l'océan refuse de rendre ses invités. Mai 2014. 4 marins britanniques chevronnés prennent la mer depuis les Caraïbes. Andrew Bridge, James Mall, Steve Warren et Paul Gosselin, des gars qui connaissent la mer comme leur poche. Leur voilier de 12 mètres, le Chiqui Rafiki, file vers l'Angleterre. Le temps est parfait, l'équipage est d'humeur joyeuse. Rien ne laisse présager ce qui va suivre. Le 16 mai, une fissure apparaît dans la coque. L'eau s'infiltre. Un signal de détresse est envoyé. Puis, le silence. Le plus grand silence que tu puisses imaginer. Les gardes-côtes américains lancent une opération de recherche titanesque. 177 000 km² explorés. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. En pleine tempête, les yeux bandés. Une semaine plus tard, on retrouve le voilier, ou plutôt ce qu'il en reste. Retourné comme une crêpe, la quille arrachée. Le plus étrange, le radeau de sauvetage est toujours à son emplacement. 4 marins expérimentés n'auraient jamais oublié de prendre leur radeau, à moins qu'ils n'en aient pas eu le temps. Numéro 8, David Nash, quand la mer joue à cache-cache. Les marins expérimentés ne disparaissent pas comme ça, sans raison. Sauf David Nash. Son voilier, retrouvé dérivant près des côtes du Devon comme un bateau fantôme, raconte une histoire qui fait froid dans le dos. À bord, tout est parfait, trop parfait. Les provisions sont intactes, rangées méticuleusement. Le journal de bord s'arrête au milieu d'une phrase, comme si le temps s'était figé. Le vent forcit, je vais devoir. Devoir quoi, David? Sa tasse de thé préférée l'attend encore dans le cockpit, le liquide évaporé depuis longtemps. Même son ciré est soigneusement plié dans sa cabine. Les enquêteurs ont tout passé au peigne fin. Pas de traces de lutte, pas de sang, pas de message de détresse. Rien. Comme si David Nash s'était évaporé dans l'air marin. Certains parlent du triangle des Bermudes, d'autres de pirates modernes. Les plus rationnels évoquent une chute par-dessus bord. Mais comment un marin aussi chevronné aurait-il pu tomber par une mer calme? Et surtout, pourquoi n'aurait-il pas crié à l'aide? Le Devon garde ses secrets, et David Nash est devenu une légende de plus dans le grand livre des mystères maritimes. Mais si tu penses que c'est flippant, accroche-toi bien à ton siège, parce que le numéro 7 va te faire comprendre pourquoi certains capitaines devraient parfois écouter la météo. Numéro 7, SS El Faro, le géant qui voulait défier l'ouragan. Septembre 2015. Le SS El Faro, un cargo de 240 mètres de long, s'apprête à faire une rencontre qu'il n'oubliera jamais. Enfin, façon de parler. Au programme, un face-à-face avec l'ouragan Joaquin, catégorie 4. Spoiler alerte, quand un bateau rencontre un ouragan, c'est rarement le bateau qui gagne. Le capitaine Michael Davison, vétéran des mers, fait un pari risqué, passer à travers la tempête pour respecter le planning. À bord, 33 marins qui ne se doutent pas que leur destin est déjà scellé. L'ouragan Joaquin, comme un boxeur poids lourd face à un poids plume, n'en fait qu'une bouchée. Leur dernier message radio glace le sang, il y a une brèche dans la coque. On perd de la puissance. La situation est critique. Puis plus rien.
Le silence. Un silence qui durera 2 semaines, jusqu'à ce qu'on retrouve l'épave par 4500 mètres de fond, près des Bahamas. Une tombe d'acier au fond de l'océan. L'enquête révélera une cascade d'erreurs, données météo obsolètes, décisions contestables, fierté mal placée. L'orgueil et la mer ne font jamais bon ménage. Aujourd'hui, le SS El Faro repose dans les abysses, monument silencieux à la folie des hommes qui pensent pouvoir défier la nature. Numéro 6, Michael Payne, un best-seller au fond de l'océan. Été 2005, Michael Payne n'est pas un marin ordinaire. C'est un auteur à succès qui connaît la mer comme le fond de sa poche. Son dernier projet ? Une traversée en solitaire de la Californie à Hawaï. Le genre de voyage qu'il a fait des dizaines de fois. Son petit voilier file sur l'océan Pacifique comme une plume sur l'eau. Mais voilà que le destin décide d'écrire un chapitre inattendu. Son bateau est retrouvé, dérivant près des côtes hawaïennes. À bord, un mystère digne de ses romans. Une tasse de café encore tiède dans le cockpit. Son ordinateur portable ouvert sur une page à moitié écrite. Ses lunettes soigneusement posées à côté. Tout est là, sauf l'auteur. Les gardes-côtes sont perplexes. Pas de signal de détresse. Pas de tempête ce jour-là. Pas de pirates dans le secteur. C'est comme si Michael s'était évaporé. Certains disent qu'il préparait un livre sur les disparitions mystérieuses en mer. Ironique, non ? Son dernier chapitre restera à jamais inachevé. Numéro 5. George Allen Smith 4, La croisière s'amuse. Jusqu'à ce qu'elle ne s'amuse plus. Juillet 2005, le Brilliance of the Seas navigue en Méditerranée. À son bord, George Smith 4 et sa toute nouvelle épouse célèbrent leur lune de miel. Le champagne coule à flot, les rires résonnent dans la nuit chaude. George a 26 ans, la vie devant lui, et une fortune familiale qui l'attend. Mais le lendemain matin, le conte de fées vire au cauchemar. Des taches de sang maculent le toit d'un canot de sauvetage, 3 ponts sous la cabine des jeunes mariés. Les passagers parlent d'une dispute violente au milieu de la nuit. D'autres évoquent des jeux d'argent qui auraient mal tourné. L'enquête révèle un cocktail explosif, alcool, argent, et peut-être même une combine d'assurance. La jeune épouse ? Elle quitte le navire précipitamment à Istanbul. Le corps de George ? Jamais retrouvé. Secret sous-marin en Méditerranée ? Plus inaccessible que le jackpot d'un casino. Numéro 4, Marian Carvey, la passagère du dernier soir. Août 2004, le Celebrity Mercury fait route vers l'Alaska. À bord, Marian Carvey, 40 ans, mère de famille et cadre respecté, profite de sa croisière en solitaire. Le genre de femme qui appelle sa fille tous les jours, qui ne rate jamais un dîner au restaurant du navire. Mais le 28 août, quelque chose cloche. Sa cabine est intacte, son lit n'est pas défait depuis 5 jours. Le steward reçoit l'ordre étrange d'oublier. Pas d'alerte, pas de recherche. C'est sa famille qui, ne la voyant pas rentrer, donne l'alarme. Le plus troublant, les caméras de surveillance en panne cette nuit-là. Les registres du navire, incomplets. La compagnie de croisière attend 2 jours avant de contacter les autorités. 2 jours pendant lesquels les preuves disparaissent comme des empreintes sur le sable. Numéro 3, Daniel Kübelböck, une star qui préférait la mer au projecteur. Septembre 2018, Daniel Kübelböck, star de la télé-réalité allemande et ancien finaliste de Deutschland sucht den Superstar, embarque sur l'Eda Luna pour une croisière de Hambourg à New York. À 33 ans, il est au sommet de sa carrière. Mais quelque chose cloche. Les passagers remarquent son comportement étrange. Il arpente les couloirs la nuit, parle tout seul, semble perdu dans ses pensées. Le 9 septembre, à 6 heures, les caméras de surveillance captent une silhouette sur le pont 5. C'est Daniel, en pyjama. La température est glaciale, la mer déchaînée. Et puis, le saut. L'alerte est donnée, le navire fait demi-tour. Les gardes-côtes canadiens ratissent la zone pendant des heures. Mais dans ces eaux à 10 degrés Celsius, l'espoir s'évanouit aussi vite que les bulles à la surface. L'Allemagne perd une étoile, l'océan gagne un mystère de plus. Numéro 2, Cameron Robbins, le plongeon de trop. Mai 2023, le Blackbeard's Revenge, un bateau de fête aux Bahamas, accueille un groupe de diplômés américains. Parmi eux, Cameron Robbins, 18 ans, star du baseball de son lycée. L'ambiance est à la fête, l'alcool coule à flot. 23h30, quelqu'un lance un défi, sauter par-dessus bord. Cameron n'hésite pas. Le téléphone d'un ami filme la scène. Le plongeon parfait, les remous dans l'eau sombre, et puis, une ombre. Les eaux des Bahamas sont tristement célèbres pour leurs requins. La vidéo devient virale. Les recherches s'intensifient. Garde-côtes américains, forces de défense bahaméennes, drones, hélicoptères, rien. Cameron rejoint la longue liste des disparus de l'océan.
Les Bahamas gardent un secret de plus, et un jeune athlète prometteur ne reviendra jamais de sa fête de fin d'année. Et enfin, le numéro 1, SS Marine Sulphur Queen, le navire qui s'est évaporé. 2 février 1963, le SS Marine Sulphur Queen quitte le port de Beaumont, Texas. Un monstre d'acier de 160 mètres, ancien navire de guerre reconverti en transporteur de soufre liquide. 39 hommes à bord. Ce qu'ils ignorent, ils s'apprêtent à entrer dans la légende des disparitions maritimes. Le navire est une catastrophe ambulante. Imaginez un gratte-ciel flottant, rempli de soufre bouillant à 250 degrés Celsius. Les marins l'appellent le cercueil flottant. Certains refusent même d'y embarquer. Mais ce jour-là, 39 braves prennent la mer. 4 février, dernier message radio près des côtes de Floride. Tout va bien. Puis le silence. Un silence qui dure 19 jours, jusqu'à ce qu'on retrouve quelques débris éparpillés. Des gilets de sauvetage, un canot vide, un morceau de rambarde. Le reste, évaporé. Comme si le navire n'avait jamais existé. Les théories fusent. Explosion catastrophique, Bermuda Triangle, défaillance structurelle, les armateurs parlent d'une tempête. Mais le temps était calme ce jour-là. Les familles attaquent en justice, gagnent des millions. Mais la vraie réponse repose quelque part au fond du golfe du Mexique, avec 39 âmes et 15 000 tonnes de soufre liquide. 10 disparitions, 10 énigmes que l'océan refuse de livrer. Vous voyez, même les plus gros navires ne sont que des coquilles de noix face à l'immensité bleue. Alors, si ces mystères marins vous ont captivé, n'attendez plus. Abonnez-vous à Boîte Magique, c'est le meilleur moyen de ne rien manquer de nos explorations. On se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes. Et n'oubliez pas, la mer a toujours le dernier mot. À bientôt.